Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. L'amour est un sentiment et comme tout sentiment, il est forcément fluctuant. Pour autant, il ne faut pas le confondre avec la passion, qui est également un sentiment, mais alors c'est un sentiment à la puissance 10, 100, 1000 peut-être. C'est de l'amour teinté d'une émotion excessive et bien souvent la passion échappe à la raison, alors que l'amour durable, lui, répond à des critères raisonnables, parce qu'au fond, si on y réfléchit bien, qui aurait envie de vivre avec quelqu'un qui ne lui conviendrait pas? Bien des relations commencent aujourd'hui sous le signe de la passion, et avec Lucie Vincent, je vous propose de comprendre comment on peut transformer la passion en amour durable. D'ailleurs, c'est pas évident et c'est pas toujours possible. Et dans un instant, Lucie Vincent nous dira quels sont les signes qui indiquent qu'il vaut mieux fuir, sauf que malheureusement, quand on est passionnément amoureux, on est parfois hypnotisé et c'est donc bien difficile de mettre fin à la relation. Enfin, ça, c'est une autre question. Bref, si vous êtes en train de vivre une passion, que vous aimeriez la transformer en une belle histoire d'amour, eh bien, c'est peut-être le moment de venir poser vos questions à Lucie Vincent. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour, Lucie Vincent. Bonjour, Brigitte. Merci. Merci d'être avec nous, surtout. Vous êtes neurobiologiste, vous avez écrit beaucoup de livres sur l'amour, notamment... Comment devient-on amoureux? N'est-ce pas? Donc on pourrait d'ailleurs en parler de celui-là, mais je préfère parler de celui qui vient de sortir, qui est vraiment formidable, qui s'appelle Le cerveau des amoureux. En sous-titre « S'aimer pour toujours », c'est aux éditions Odile Jacob, et dans ce livre vous nous expliquez finalement tout ce qui se passe dans notre cerveau quand on est amoureux, quand on est infidèle, quand on est jaloux, envieux, enfin bref, vous décodez un petit peu tout ce qui se passe dans le cerveau. C'est intéressant parce que ça, moi j'ai vraiment apprécié votre livre parce que ça m'a permis de confirmer tout ce que j'apprends au fil du temps, à force d'écouter tout le monde. Donc je crois que c'est intéressant, et j'ai eu envie aujourd'hui qu'on évoque ce passage entre la passion et le moment où on peut s'installer avec quelqu'un qu'on s'aime et qu'on peut faire durer l'histoire, parce que on entend beaucoup de couples qui vont s'installer trop vite parce qu'ils sont passionnés, et puis qui finalement au bout d'1 an, 2 ans, voire parfois pire à la naissance du premier enfant, ça explose parce qu'en fait ils s'étaient pas faits pour vivre ensemble. Nous allons parler assez souvent ensemble de cette période passionnelle et la différence entre la période de la passion et la période de l'amour durable qui peut durer toute une vie. Et c'est très bien de commencer par faire la définition de la différence entre ces deux périodes. Parce que quand on parle de tomber amoureux et quand on parle de l'amour dans une conversation générale, il y a toujours confusion. On ne fait pas assez la différence. Et en réalité, la période passionnelle, c'est quelque chose qui est automatique, qui implique des structures du cerveau bien profondes, qui sont là depuis notre passé de primate, quand on n'était qu'une forme de chimpanzé en devenir. Une grosse guenon. Exactement. Mon mari m'appelait toujours la grosse guenon d'ailleurs. Je ne sais pas comment vous avez trouvé ça. Et après, la période qui dure toute une vie, c'est différent. Ce ne sont pas les mêmes structures nécessairement qui rentrent en jeu, même si je pense qu'en combinant les deux, on peut trouver quelque chose qui reste excitant, intéressant, mais qui et une longue vie, une vie à durée illimitée. Donc la passion, finalement, on est totalement tributaire de notre organisme, de notre inconscient. On n'y peut rien, c'est-à-dire qu'on on fait pas exprès, on tombe amoureux. Est-ce que tout le monde est capable de tomber amoureux, ou est-ce qu'on peut se protéger du fait de tomber amoureux? Grande question. Ce terme de tomber amoureux, justement, ça implique une perte de contrôle. Et c'est notre cerveau inconscient qui répond à des stimuli dont nous ne sommes pas forcément conscients. On peut s'en rendre conscient, mais par exemple, la forme symétrique ou asymétrique d'un visage, les phéromones qui sont libérés dans l'air par une personne, la chaleur et la chimie de son toucher, le regard dans les yeux, il y a beaucoup de facteurs auxquels notre cerveau inconscient est sensible. Et une fois que nous avons réceptionné
ces stimuli et que notre cerveau les a mis en rapport avec notre système de récompense, eh bien, l'euphorie commence à jouer et il est très difficile à ce moment-là. On est ivre, quoi. On est drogué, on est addict. On devient très rapidement addict de l'autre personne. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il est très difficile de tourner son dos à une histoire d'amour. Mais évidemment... Passionnelle, en tout cas. À une histoire d'amour passionnelle, oui. Mais après, la longue vie d'une histoire d'amour réclamée par les banques qui nous prêtent l'argent pour acheter notre maison est basée sur d'autres choses, sur notre affinité culturelle, d'humour, de relations dans la vie, de niveau de argent, de beaucoup de choses. De désir de former une famille ou pas. Exactement, oui. Nous avons beaucoup de choses à partager sur un niveau plus culturel. Et en quelque sorte, donc, on pourrait, si je vous écoute bien, on pourrait faire presque une sorte d'examen très rationnel sur le couple pour savoir s'il peut s'installer. Alors moi, parfois je le fais en astrologie, mais vous pourriez faire une sorte d'examen. Est-ce que le couple a des chances de durer ou pas? Mais ce serait vraiment viable, enfin ce serait vraiment crédible. Mais sur est-ce que le couple a une chance de durer, il y a une expérience pour ça que je vais vous décrire, mais je voudrais dire que dans le dernier chapitre, j'ai fait mon mariage arrangé par moi-même, justement avec la liste de questions qu'on doit poser à l'autre pour essayer de faire ressortir des choses qui vont nous accrocher ou pas, qui vont révéler est-ce que nous sommes avec quelqu'un qui partage notre façon de voir la vie et comment on doit vivre en couple. Mais bon, si on est déjà follement amoureux et on veut savoir si notre histoire passionnelle a la chance de devenir une histoire de longue durée, il y a un test mis au point par John Gottman aux États-Unis, un psychologue, qui dit c'est très simple, il suffit de prendre une feuille de papier et d'écrire dessus ce qu'on trouve attirant chez son partenaire. Et plus on peut rentrer dans le détail des qualités vraiment présentes de son partenaire sur le papier, plus ce couple-là a des chances de durer. Ils ne sont pas en train de se laisser surfer sur la vague de la passion en se disant « mais bien sûr que je l'aime », sans vraiment s'intéresser à la personne. C'est cette curiosité de l'autre qui est vraiment le facteur clé pour l'avenir. Eh bien, on va vous aider à trouver justement vos points d'accroche si vous êtes dans une relation passionnelle. Et puis, si vous êtes en couple et que vous vous posez la question de ce qui vous tient l'un à l'autre, eh bien, on peut aussi peut-être vous donner un éclairage. Lucie Vincent est avec nous et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite. Lucie Vincent est avec nous. Elle nous présente son dernier livre, S'aimer pour toujours, aux éditions Odile Jacob. Ça, c'est le sous-titre, mais c'est un sous-titre qui donne envie de l'acheter, le livre Le cerveau des amoureux. Et on va commencer avec Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Régis, bonjour Lucie Vincent. Bonjour. Bonjour. Alors on vous écoute, vous êtes en couple depuis quelques années déjà, je crois. Oui, ça commence finalement. Ça fait 19 ans qu'on est en couple avec mon conjoint. Et comment on y est arrivé, j'en sais rien en fait, parce qu'on ne se fait pas de plan sur la comète, on se laisse vivre entre guillemets et on prend les jours de la vie comme ils viennent. Même s'il y a des hauts et des bas, faut pas se leurrer non plus. Mais bon. Écoutez, si au bout de 19 ans ça va toujours plutôt bien, je crois qu'on peut être confiant et il y avait certainement des points d'accroche entre vous. Oui, je pense aussi. Je pense aussi. Mais ce que vous dites sur le fait qu'il y ait des hauts et des bas, je pense que justement, c'est ça qui caractérise le couple. Et on disait tout à l'heure que on a du mal à appréhender l'avenir, à penser que les choses puissent aller mal. Mais l'avantage dans le couple, c'est qu'il y a toujours des moments où ça ne va pas très bien et heureusement, la plupart du temps, ça se rattrape et on peut aller mieux. Mais quelquefois, ça coince. Pour de vrai, il arrive un problème qu'on n'avait pas déjà vu
par le passé. Et je pense qu'à ce moment-là, on a besoin d'aide. Et le fait de lire ce qui est en train de se passer dans le cerveau quand on est en couple, dans nos rapports avec notre partenaire, d'avoir une meilleure appréhension de la mécanique des choses, des mécanismes cérébraux, eh bien, ça nous aide beaucoup à mieux gérer et à mieux comprendre et mettre en place les bonnes stratégies pour que ça aille mieux à l'avenir et pour qu'on dépasse ce moment où ça va mal. Et vous avez des problèmes en particulier, Caroline ? Oh, c'est les problèmes du quotidien, entre guillemets, j'ose dire. Mais c'est vrai que on est assez autonomes l'un l'autre. On n'est pas tout le temps collés l'un à l'autre. C'est vrai que on a 2 enfants. On se donne pas. Comment expliquer en fait ? On se donne pas compte de notre journée. On travaille ensemble, mais c'est vrai qu'on n'est pas l'un sur l'autre tout le temps. C'est intéressant parce que vous dites que vous êtes autonome tout en travaillant ensemble. Ça veut dire qu'il y a une véritable capacité d'être indépendant et de ne pas avoir besoin de se servir de l'autre pour communiquer tous ces petits soucis. C'est ça, vous avez mis des mots sur ce que je n'arrivais pas à dire. C'est parce que je vous ai écouté, c'est tout, hein, Caroline. C'est pas évident de trouver des mots en fait de ce qu'on pense et de ce qu'on ressent au quotidien, donc c'est pour ça, oui, c'est ça. Oui. Tout en communiquant, j'imagine, assez bien. Vous avez... On communique, mais pas tant que ça en fait, parce que lui c'est un taiseux, comme on dit. Un homme taiseux. Justement, Lucie Vincent, est-ce que les hommes sont naturellement plus taiseux ou c'est la société le fameux patriarcat qui les rend comme ça ? Mais on dit dans la littérature que les femmes ont une plus grande aptitude au bavardage en général, parce que le bavardage est notre façon du grooming. Vous savez, les chimpanzés, ils sont tout le temps en train d'enlever les petits poux dans les cheveux quand on les voit. Et donc, quand on bavarde, c'est pour enlever les poux. En fait, c'est pour créer un lien. Ce grooming chez les chimpanzés, ça a la même fonction. Ça augmente le sentiment d'appartenance au groupe et la création du lien avec la personne qu'on est en train de groomer ou qui nous groom. Bon. Et nous, le bavardage, chez la femme, ça subserve les mêmes fonctions. Et la cohésion au sein du groupe est important pour les femmes, pour qu'il y ait toujours quelqu'un à jeter un œil sur les enfants à un moment où on en a besoin. On a besoin de créer ce groupe autour donc de nous. Ça remonte à nos origines, le fait que les femmes soient plus bavardes que les hommes, et osons le dire, hein, Caroline, c'est vrai. Oui, c'est ça. On est d'accord. Ils ne sont pas en reste non plus quand même. Hein. Mais ça peut, vu que de plus en plus les hommes s'occupent aussi des enfants et que les femmes sont peut-être moins mères, c'est beaucoup plus rare qu'une femme ait 6 enfants, par exemple. Mais chez nous, c'est vraiment à l'ancienne, entre guillemets. Il n'y a que moi qui m'occupe des gosses. Donc vous groomez beaucoup avec vos enfants. C'est ça. Avec vos copines peut-être aussi. Mais dans le torrent de la vie, j'ose dire que oui, avec les amis, j'en ai pas 150 000, mais j'en ai deux bonnes poignées sur qui je peux compter, la famille avec qui on peut discuter aussi. Et puis mais je pense qu'après, il y a la loyauté l'un envers l'autre aussi qui est importante. Voilà. Ça c'est un terme qui pour moi me paraît essentiel. Tout à fait. Je pense que, alors c'est vrai que on n'en parle pas avec mon conjoint parce que c'est vrai, comme je dis, tout se fait, c'est fluide, enfin même quand on se fâche ensemble, mais ça reste plus ou moins fluide, on se pose pas 50 millions de questions. Et d'ailleurs on s'est rarement vraiment fortement engueulé en fait. Donc voilà, je sais pas. Bravo, non mais c'est formidable. Et votre mode de fonctionnement, quand vous dites, même quand on s'engueule, comme si c'était quelque chose de très fâcheux, en réalité c'est un mode de communication qu'on peut se permettre en couple, on se permettrait pas avec un ami par exemple, ou une amie. Donc c'est aussi un signe de bonne entente. De bonne entente, oui. Et les couples qui ne se fâchent jamais, eh bien il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Oui, parce que souvent, quand un couple ne se fâche pas, c'est qu'il y en a toujours
un des deux, quand c'est pas les deux, qui va éviter d'aller jusqu'au conflit, hein, mais en même temps, il ravale quelque chose et ça crée finalement petit à petit une distance, hein, qui fait que les choses ne se sont pas dites et généralement c'est au moment de la rupture qu'on ressort à l'autre. Oui, de toute façon, il y a 10 ans, tu m'avais fait ça ou je ne sais quoi d'autre. Hein. Tandis que vous, au moins, le sac est percé, quoi. Et le sac à rancune est percé. Oui, voilà, c'est ça. Bon, après, on n'est pas... quand on n'est pas en accord, on ne fait pas partie des couples qui gueulent, dans le sens où on parle fort ou autre truc comme ça, on s'explique, en fait, sans forcément gueuler. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, je crois qu'en fait, on essaye de ne pas se prendre la tête et de vivre comme ça vient. Et puis c'est vrai qu'au début où je me suis mise avec lui, je me suis pas fait un planning avec lui. J'ai pris au jour le jour. Et puis ça fait 19 ans que je prends au jour le jour. Mais vous étiez certainement amoureuse, ça je crois qu'il n'y a pas de doute. Ah oui, mais vous avez certainement dès le départ été admirative de cet homme. Mais j'ai craché sur lui en fait. J'étais avec mon ex-ami, petite amie de l'époque, et au détour d'un passage dans une boulangerie, j'ai vu, une boulangerie-bar d'un petit village, et j'ai vu cet homme au fond là, adossé au bar, et puis j'ai dit c'est bizarre, j'avais un peu flashé sur lui, j'ai dit qui c'est celui-là, et puis je demande à mon ex-conjoint qui c'était cet homme là-bas, et il m'a regardé et en fait je crois qu'il avait compris. Forcément. Et il n'avait pas voulu me dire qui c'était en fait. Oh, pourquoi? Il avait pas, parce que je pense qu'en fait au fond de lui il avait compris. Oui. J'ai vraiment, je sais pas comment expliquer, je le connaissais pas du tout, mais c'est comme si je l'avais reconnu et que je savais que c'était lui. Je ne peux pas expliquer. Le coup de foudre classique. Et puis c'est vraiment la seule fois où c'est arrivé. Et puis on a essayé une fois, ça n'a pas fonctionné, on était jeunes, je pense qu'on était trop immatures tous les deux. On a réessayé 2 ans plus tard. Et puis pendant ces 2 ans d'interruption, je connaissais le papa d'une de ses petites amies à lui, mon conjoint avec qui je suis actuellement. Et puis il me taquinait, mais je lui disais mais ne t'inquiète pas, je claque les doigts, on revient ensemble et je sais que c'est le père de mes futurs enfants. Et puis il me croyait pas, et puis bon, on se remet ensemble et puis je le recroise, ce fameux papa, quelques années plus tard, et puis il me regarde avec un sourire, me dit mais c'est que tu as raison, tu le sentais? Je dis oui, mais je le sentais, je le savais, c'était comme ça. Alors justement, ce que vous dites, Caroline, c'est intéressant, mais est-ce que c'est tout le temps vrai? Parce que vous la suite a prouvé que vous aviez raison, mais est-ce que c'est tout le temps vrai, Lucie Vincent? Parce que on peut penser que là, il y a alors est-ce que c'est de l'intuition ou est-ce que c'est un désir que les choses se réalisent comme elle aimerait? Mais c'est ni l'un ni l'autre quelque part, c'est simplement une réaction à des signaux sensoriels, physiques qui viennent de la personne en face et auxquels notre cerveau répond très fortement. C'est-à-dire que dans notre cerveau qui devient pubère, en étant l'âge de la reproduction, et on crée une sorte de liste de petites boîtes à cocher de nos attentes. Le géniteur parfait. Le partenaire sexuel parfait attendu par notre cerveau individuel. Et chaque cerveau a des critères légèrement différents, fort heureusement. Et donc, le jour où on a en face la personne qui envoie les signaux qui correspondent aux boîtes à cocher dans notre cerveau, eh bien, c'est là qu'on a créé ce début d'addiction. Et ça donne une forte impression intuition. D'évidence. Et d'évidence. Et de oui, c'est lui, ou oui, c'est elle, je vais faire ma vie avec cette personne. Donc, tout ça, très, très bien décrit par Caroline, je dois dire, un coup de foudre classique, comme on adore entendre ces histoires-là. Simplement, elle a eu de la chance, parce que il se trouve que cette personne en face a correspondu à d'autres critères un peu plus au niveau intellectuel, d'éducation, d'humour, qui rentrent dans ce qu'elle attend d'un mari sur le long terme. Mais dans d'autres cas, malheureusement, une fois que cette phase de passion est terminée, on se trouve avec quelqu'un qui n'a pas
forcément tous ces critères, évidemment. Ouais. Je vous ai préparé un love conseil spécial pour vous, Lucie Vincent. Les hommes sont-ils naturellement plus infidèles? On en parle dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Lucie Vincent, je vous propose ce Love Conseil. Les hommes sont-ils naturellement plus infidèles? Donc, moi, je vais donner mon avis. Puis vous, en tant que neurobiologiste, Lucie Vincent, vous aurez le droit de me contredire. Okay. Alors, moi, je pense que l'homme est plus naturellement infidèle que la femme. Alors, c'est vrai que ça agace aujourd'hui certaines féministes d'entendre ça. Elles y voient un rejet de l'égalité homme-femme. Non, l'égalité, ça n'exclut pas les différences. Et là, je crois que pour l'instant, on est d'accord. On est d'accord. Et sur la question sexuelle, l'homme a un comportement différent de celui de la femme, même si en chaque homme il y a une part féminine et en chaque femme une part masculine. Et pour illustrer mon propos, je vais évoquer ce fameux effet Coolidge que vous connaissez forcément. C'est évoqué dans de nombreux manuels de psychologie. Alors Coolidge, c'était un président des États-Unis et lors d'une de ses visites dans un salon d'agriculture, on va lui présenter un taureau qui est capable de saillir 10 femelles par jour. Alors sa femme le regarde et puis sur un ton moqueur lui signale qu'il a peut-être pas cette capacité de l'honorer autant de fois par jour. Et aussitôt, ce fameux président Coolidge lui répond « Oui, mais ce taureau, c'est avec 10 partenaires différentes dans la journée. » Et en effet, un homme pourrait féconder 10 femmes par jour, tandis qu'une femme, elle pourra toujours mettre au monde qu'un seul enfant tous les 9 mois. Et cette réalité biologique, semble-t-il, enfin c'est mon avis, a peut-être une petite incidence profonde, certes inconsciente, sur notre fonctionnement sexuel. Et je crois que le nier, c'est nier peut-être notre nature biologique, même si heureusement on n'est pas complètement dirigé par notre nature biologique. C'est vrai que l'homme, naturellement, pourrais-je dire, a plus facilement tendance à se disperser. Je n'ai pas dit disperser ses spermatozoïdes. C'est ce que j'allais rajouter. Pardon. Voilà. Mais en tant que femme libre de sa sexualité, bien sûr qu'on voit que les femmes sont aujourd'hui plus infidèles qu'avant. Donc, bien sûr qu'il y aura... La société va faire bouger un peu les choses, mais... Biologiquement, vous êtes d'accord avec ça, Lucie Vincent? Oui, je dis toujours que on peut dire tout ce qu'on veut sur les hommes et les femmes, égalité, pas égalité, différence, pas différence, mais il y a une chose qui est fondamentalement très très différente. Et c'est ce qui définit d'ailleurs en biologie le masculin et le féminin, que ce soit l'espèce humaine ou n'importe quelle autre espèce sexuée de végétaux ou animales, c'est les gamètes sexuels. Et les gamètes sexuels masculins sont toujours petits, nombreux, qui ne portent pas de réserve en eux, et leur but, c'est d'être dispersés le plus largement possible dans la nature. Les gamètes sexuels féminins, l'ovule chez la femme, sont rares, dotés de réserve, et donc nécessairement plus sélectifs. Chez la femme, on n'en produit qu'un par mois. Les hommes produisent des millions de spermatozoïdes par jour. En termes biologiques, la dépense de chaque type de gamète a des conséquences très différentes. Pour une femme, c'est une conséquence d'investissement de 9 mois de grossesse et des mois d'allaitement. La dépense de spermatozoïdes pour l'homme n'a pas de conséquences biologiques évidente, immédiate, même si aujourd'hui, évidemment, la société est très différente. Après, il y a de la notre pension temps alimentaire, tout ça, mais c'est un autre domaine. En termes oui, biologiques. Oui, je plaisantais, bien sûr, oui. J'avais compris. Je suis désolée, mais c'est un sujet qui fâche beaucoup de monde. Mais vous devriez faire un livre sur tout ça, parce que c'est vrai, il y a un moment donné, il faut oser dire les choses, parce que ça explique quand même beaucoup de choses. Peut-être. Je vais y réfléchir. On verra la réponse aujourd'hui, la réaction des auditeurs. Et justement, on vous invite. Lucie Vincent a besoin de vous. Est-ce que vous aimeriez justement un livre qui explique de manière biologique, scientifique, les différences entre les hommes et les femmes? Si vous avez envie de réagir, vous nous appelez sur Sud Radio 0826 en 300 plus ou 300. en moins, ça, que ce soit que vous soyez d'accord ou pas. On est d'accord. Enfin, moi, je suis d'accord avec vous. Mais Chloé, bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, je tiens à dire que j'adore Lucie Vincent. Moi aussi.
Bon, j'ai pas lu son dernier ouvrage, mais... Eh ben, qu'est-ce que vous attendez pour aller l'acheter sur Fnac ou Amazon? Alors ça, dès qu'on raccroche, je vais le commander. Non, merci, c'est très gentil, merci Chloé. Oui. Donc moi, pour ma part, j'ai eu une première union, j'ai eu un enfant, et puis 22 ans après, sans vraiment rien chercher, rien attendre, un jour, dans une salle de sport, quelqu'un a attiré mon regard, et quelques mois après, eh bien, j'ai divorcé et nous avons commencé à flirter. Voilà. Et ça fait après avoir divorcé, que nous sommes ensemble. Après avoir divorcé, oui. Oh, quelle loyauté. Après avoir divorcé, c'était plus possible. Je ne pouvais pas rester avec quelqu'un alors que je pensais à ce gars qui, enfin vraiment, physiquement, il me plaisait, mais je ne me suis pas projetée sur le long terme avec lui. C'est la vie qui a fait que on ne vit pas ensemble parce que je pense que nous ne sommes pas faits pour vivre ensemble, les hommes et les femmes, une fois qu'on a fait une première vie, qu'on a eu des enfants. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus et c'est particulièrement les femmes qui le disent. C'est-à-dire que moi j'entends beaucoup de femmes qui passaient justement le cap des enfants, hein, qu'on élève quand même mieux à deux, il faut bien le dire. Oui, c'est vrai ça. Oui, non, mais c'est important de le dire parce qu'il y a malheureusement des femmes qui se font piéger à se retrouver seules à élever leurs enfants et qui malheureusement... c'est très compliqué, c'est compliqué à deux, alors seul encore plus. Hein, bien sûr. Donc, et une fois que les enfants sont à peu près grands, vivre seul, quitte, ça ne veut pas dire vivre sans homme, hein, c'est ce que beaucoup de femmes réclament, oui. Oui, c'est complètement différent parce que je ne suis pas seule. J'ai quelqu'un qui m'aime, j'ai quelqu'un à qui je pense. On s'appelle tous les jours, plusieurs fois par jour, mais on ne vit pas ensemble. Ça fait plus de 20 ans. Alors évidemment, hein, il y a eu des disputes. Comme tous les couples, on est, même si des amis autour de nous disent vous n'êtes pas un vrai couple, on est, enfin en tout cas moi je considère que nous sommes un vrai couple. Avec nos disputes, les hauts, les bas. C'est-à-dire que vous êtes un vrai couple dans le sens où vous faites l'amour ensemble, vous pouvez compter l'un sur l'autre et vous communiquez et vous vous voyez plus d'une fois, plus d'une fois par semaine, je suppose. Moi, tous les jours en partant au travail, je m'arrête, lui faire un bisou, tous les jours. Tous les jours. Et alors, quel est pour vous l'intérêt de ne pas vivre ensemble ? Alors, je dirais que l'intérêt de ne pas vivre ensemble, c'est que il fait sa vie. Quand il travaille le soir, je donne un exemple. Quelle que soit l'heure à laquelle il va finir, je suis pas là à attendre parce que j'ai préparé le repas qui va être froid et il va arriver, je vais être en colère parce que moi j'ai attendu et que lui il a pas fini, il est rentré plus tôt parce que je suis là et que j'attends. Cette liberté de si j'ai envie de me coucher à 20h et de regarder un film qui ne va pas l'intéresser, je peux le faire. Je n'ai pas d'obligation. Je suis libre. Libre de... Je fais ce que je veux, quand je veux. Je mange si j'ai envie de manger devant la télé, si j'ai pas envie de manger, si je reçois des copines, s'il a envie de regarder une émission qui me saoule, je suis pas là à côté à souffler ou... Voilà, on est libre. Mais vous savez... Et j'ai pas de contraintes. J'ai plus les contraintes de la vie à deux. Faire à manger pour deux, la charge mentale d'une femme, les enfants, les courses. Voilà, parce que j'ai un âge où, oui, la charge mentale des femmes était vraiment très présente. Tout ça, je l'ai plus. Et quand je vais chez lui, je suis vraiment... sa princesse. Il me reçoit, il me fait à manger et vice versa quand il vient chez moi. Chaque fois, je me sens invitée chez lui et il se sent invité chez moi. Et en tout cas, j'ai trouvé vraiment un équilibre dans cette relation-là.
Quand j'ai commencé à m'intéresser au mécanisme de l'amour et j'ai vu tout ce qui se passe dans le cerveau et les effets sur nos différentes fonctions, c'est-à-dire que on devient aveugle vis-à-vis du partenaire, on devient addict vis-à-vis des défauts du partenaire, on devient addict du partenaire, on devient très jaloux du partenaire, c'est-à-dire que le cerveau rentre dans une sorte d'état de folie. Et quand on sait que cette folie éphémère a été mise en place lors des processus de l'évolution, parce que ça n'existe pas que chez l'être humain, c'est chez toutes les espèces où le petit qui naît est extrêmement vulnérable. Alors on voit que les processus de l'évolution, quand même, tout ça, pour mettre en place cette folie éphémère, je me suis dit, au bout de quelques années, c'est quand même bizarre, hein. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'un tel mécanisme qui nous chamboule, mais vraiment de fond en comble? Et ma conclusion, c'était, mais en fait, ça doit être que les hommes et les femmes ne sont vraiment pas faits pour vivre ensemble. Si on a besoin d'un tel bouleversement du fonctionnement de notre cerveau... aveuglement pour accepter de vivre ensemble. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ma conclusion. Je suis vraiment persuadée. Alors, on a besoin de l'homme. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont crier au scandale, parce que je pense que effectivement, la femme a besoin de l'homme, comme l'homme a besoin de la femme. On se reproduit. Enfin, l'homme a surtout besoin de la femme pour la cuisine, le ménage, laver ses slips. Je plaisante, Chloé, je plaisante. Mais pas que, mais c'est aussi ce que je n'ai pas voulu reproduire. Hein. Ça, je l'ai fait. Pas que, mais Parce que quand même, Chloé, mon expérience me permet d'affirmer que je vois plus les hommes se remettre en couple à ces âges-là que les femmes. Hein. Donc on voit bien que l'homme a plus envie d'avoir quelqu'un qui s'occupe de lui. Une maman. C'est vous qui le dites, mais je suis d'accord avec vous. que les femmes sont finalement plus autonomes, même si elles sont plus dans la demande d'amour. Ça aussi, c'est surprenant, Lucie Vincent. C'est surprenant, oui et non. Les atouts de l'homme biologique, c'est la force musculaire dans toutes les espèces, animales aussi, mammifères. Enfin, très souvent, les mâles sont plus grands, plus forts que les femelles. Et chez l'espèce humaine, on le voit dans tous les pays du monde. Et donc cette force, c'est là pour une raison. Ce n'est pas un atout gratuit donné par la nature pour faire joli. C'est que ça a servi tout au long de notre évolution. Et donc on recherche chez l'homme ces atouts de défense, de protection, de construction d'abris, de chasse, etc. Et la femme, ancestral. Oui, et la femme, c'est la nourrice. C'est celle qui effectivement, on prépare à manger, qui soigne, qui s'occupe. Oui, et donc, ils ont toujours besoin de nous, parce que pour l'instant, les robots ne font pas la cuisine, mais nous, on peut aller chasser à l'Intermarché, et on peut, avec le bricolage et les machines aujourd'hui, c'est facile de se débrouiller. Et comme je dis dans le livre, c'est vrai qu'on peut critiquer ces stéréotypes, c'est sûr, hein, mais quand on voit que tous les comiques du monde en parlent en faisant rire, c'est-à-dire nous reconnaissons dans notre fort intérieur bien sûr. La vérité de ces différences. Et j'essayais de trouver tout à l'heure le nom d'un comique qui tourne en ce moment sur Instagram, qui parle aux hommes en leur disant mais non, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes à côté de la plaque, la femme elle est trop bien dans son lit avec son bol qu'elle a acheté, et elle n'a pas besoin de toi, et qu'est-ce que tu crois que tu vas faire en lui racontant tes malheurs, et quand elle veut entamer une conversation émotionnelle et tout ce que tu trouves à dire c'est que c'est compliqué, et sa façon de parler aux hommes, c'est une révélation de la vérité pour moi, même aujourd'hui dans notre société. Ouais. Eh ben merci beaucoup Chloé, en tout cas de cet échange, et le titre de Lucie Vincent, c'est Le cerveau des amoureux aux éditions Odile Jacob. On fait une petite pause, on continue avec vous bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300, à tout de suite.
Lucie Vincent est avec nous, neurobiologiste. Nous évoquons la passion et l'amour et on comprend mieux avec Lucie Vincent pourquoi c'est si compliqué de s'aimer toujours. C'est le sous-titre de son livre Le cerveau des amoureux qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob. Raphaël, bonjour, merci d'être avec nous. C'est bien d'écouter un homme aussi. Bon. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie. Bonjour Raphaël. Alors moi, pour répondre à la question, je pense qu'il n'y a pas de véritable recette pour transformer la passion en véritable amour. Après, je trouve que moi, au bout de 15 ans de mariage, 17 ans de vie commune, on s'engage pas toujours pour les vraies raisons, les bonnes raisons. Et après, il y a une forme de leurre au départ, cet idéal qui n'existe pas. Ah oui. Les projections qu'on peut faire sur l'autre et toutes les les mauvaises choses qu'on peut constater chez l'autre et qu'on balaye, qu'on met de côté au fur et à mesure du temps. Et alors justement, c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites, vous parlez des mauvaises choses, donc on imagine bien ce qui vous plaît pas chez votre compagne, mais vous l'aviez un tout petit peu vu au début et puis c'était pas important, ou vous l'aviez pas vu du tout? Non, on expérimente, on se connaît pas vraiment, et après on évolue. On n'évolue pas toujours de la même manière, mais s'il n'y a pas un travail de fond qui est fait dès le départ, parce qu'on n'a pas les outils pour pouvoir les utiliser à bon escient, donc on fait comme on peut, mais malheureusement avec le temps, c'est de plus en plus difficile. Mais je dis pas que c'est irréversible, excusez-moi, mais c'est complexe, c'est très très complexe. Oui, plus on laisse s'installer l'écart entre les deux, parce que comme vous dites, on évolue tous les deux et quelquefois on n'évolue pas dans le même sens. Alors si on laisse s'installer un écart et une incompréhension de l'autre, effectivement, ça devient de plus en plus difficile de revenir en arrière. Et les outils dont vous parlez, mais je pense en avoir donné dans le livre. Je pense que, enfin, oui, en tout cas, c'était mon objectif, c'était de donner ces outils, justement parce que, en sachant combien c'est difficile, parce que l'incompréhension que vous soulignez, ça vient du fait que oui, vous avez parlé de leurre, et c'est tout à fait ça, cet amour passionnel. C'est un leurre pour que on se trouve addict à l'autre personne. Et une partie des symptômes, c'est l'aveuglement. Alors, vous avez parlé de mauvaises choses chez le partenaire. Ces mauvaises choses étaient toujours présentes, mais cet aveuglement, c'est en plus d'être un aveuglement, c'est un effet, je dirais, un petit peu anxiolytique, euphorisant, parce que on peut même constater des choses qu'on trouve un peu bizarres ou pas plaisantes chez l'autre, mais ils perdent leur importance. On trouve que ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas grave. Et puis on se projette parce que cet état d'euphorie que nous sommes en train de vivre, on est convaincu que ça va durer toute la vie. Et c'est là où on fait vraiment erreur. Et le travail de fond que vous évoquez, je pense que le travail de fond, c'est la curiosité de l'autre. C'est de se trouver intéressé par qui est l'autre et de commencer le plus tôt possible dans une relation à poser les bonnes questions et à essayer d'être plus à l'écoute, non seulement l'écoute orale, mais l'écoute des comportements de l'autre. Mais en même temps, moi, c'est ce que j'appelle les cartons rouges, Raphaël, et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut pas, enfin, on peut pas vivre toute sa vie avec quelqu'un qui a un carton rouge, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment insupportable pour nous. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, si on ne supporte pas les gens qui boivent, on peut pas vivre toute sa vie avec un alcoolique. Donc, à vous de voir si les mauvaises choses, comme vous dites, sont des choses qui sont des cartons rouges, qui sont des défauts, qui sont un peu pénibles, mais qui sont quand même supportables. Vous voyez, c'est peut-être ça le travail que vous pouvez faire là actuellement. Oui, je suis d'accord. Alors après, le problème, il vient pas de moi, hein, c'est plutôt elle, au bout de maintenant 2 ans et demi là, qui m'a dit qu'elle m'aimait plus.
Donc ça a été violent et après j'ai essayé de chercher à comprendre le pourquoi, mais après on projette souvent ce qu'on reproche à l'autre par rapport à soi. Donc moi j'ai pris du recul et j'ai pas pris les choses au premier degré et à cœur. Mais ça veut dire que vous étiez pas, enfin vous étiez prêt à continuer, mais c'est elle qui il y a 2 ans, qui a 2 ans vous dit je ne t'aime plus. Oui. Oui, c'est ça. Donc moi après j'ai essayé de comprendre et après ce que disait Lucie pour être dans cette démarche-là il faut être 2. C'est vrai. Et malheureusement je pense qu'elle n'est pas prête actuellement. Donc là actuellement on chemine, on est toujours ensemble, il y a toujours un lien. Il y a encore des choses qui sont pas complètement résolues, mais on chemine tout doucement. Et on va essayer de dépasser ça, mais c'est compliqué. Mais faites-vous aider, je pense que là, c'est vraiment indispensable. Si vous n'arrivez pas à réellement communiquer, parce que pour communiquer, je suis d'accord avec vous, Raphaël, si l'autre n'est pas capable de communiquer, c'est même pas la peine, vous n'y arriverez pas. En revanche, avec un tiers, vous allez pouvoir mettre à plat ce qui fait qu'elle vous dit qu'elle ne vous aime plus, et elle va peut-être découvrir qu'au fond, elle est mieux avec vous que de se retrouver seule. Oui, mais parfois, c'est quand ça se termine et qu'on réalise qu'on a fait des erreurs. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas jusque-là. Maintenant, je sens qu'il y a encore quelque chose. Donc j'essaie d'entretenir ça et je fais ma part. Oui, mais la thérapie de couple, contrairement à ce qu'on peut croire, elle va éclairer l'un comme l'autre. Et soit il y a encore quelque chose à sauver, vous allez pouvoir savoir comment le sauver, soit vous allez découvrir qu'en effet c'est fini. Et à ce moment-là, vous allez vous quitter mieux. Donc vous avez rien à perdre de faire une thérapie. J'entends la réserve que vous mettez, qui est quelque chose qu'on entend très très souvent. Un couple va plus très bien, il pense qu'il faut surtout pas aller en thérapie pour essayer de sauver le reste d'amour. Mais quand il y a comme ça une difficulté à communiquer ensemble, il faut un tiers. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Lucie Vincent. Mais c'est tout à fait ce que j'allais recommander aussi. Je pense qu'il y a un moment où, quand la compréhension que vous déplorez n'est pas là, il faut se faire aider pour mieux écouter et mieux comprendre l'autre des 2 côtés, en réalité. C'est très important. Vous la comprendrez mieux et elle vous comprendra mieux. Et donc, vous aurez l'un et l'autre votre réponse. Alors peut-être qu'il y en a un des 2 qui voudra continuer et pas l'autre. Ça, moi, je ne sais pas. Mais au moins, vous aurez une réponse plus claire. Tandis que là, vous êtes dans un flou. Il faut des lunettes, si je puis dire. Vous comprenez, Raphaël ? Oui, je comprends. Ouais. Alors après, vous faites bien sûr comme vous voulez, mais je pense que là, dans ce que vous nous racontez, vous avez tout intérêt, franchement, à vous faire aider, me semble-t-il. En tout cas, merci de votre témoignage. Merci beaucoup, Raphaël. On va continuer à décoder les secrets de la passion et de l'amour avec Lucie Vincent qui est avec nous. Et n'hésitez pas à nous rejoindre si justement vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Si vous avez fait une belle rencontre et que vous aimeriez peut-être voir un peu plus clair, on vous attend sur Sud Radio. Et nous continuons avec Lucie Vincent, neurobiologiste et autrice de ce livre Le cerveau des amoureux aux éditions Odile Jacob, à continuer à vous expliquer ce qui se passe lorsqu'on tombe amoureux. Il y a un très beau questionnaire d'ailleurs dans ce livre pour bien comprendre si on est un peu sur la même longueur d'onde, ce fameux questionnaire pour approfondir notre intimité qui est inspiré du protocole d'Arthur Aron. Et c'est vrai que c'est quand même des questions. Alors il y a 35 questions, donc il ne faut peut-être pas les faire tous les soirs, mais ce serait peut-être des questions comme ça discrètement qu'on devrait poser quand on est amoureux, puis voir si les réponses nous conviennent, parce que sinon peut-être qu'il vaut mieux se faire désintoxiquer. Exactement, je pense que quand on parle de communication, c'est un terme très vague, mais en réalité il faut être très intelligent dans son choix de questions pour avoir le plus d'informations possible sur comment fonctionne le cerveau de la personne qu'on a en face de nous. Et donc les questions que j'ai écrites dans ce questionnaire sont prévues
venu un petit peu pour ça, pour révéler des choses qu'on n'aurait peut-être pas autrement soupçonnées chez. Oui, c'est des questions très, très, très variables. Alors, il y a bien sûr, crois-tu que la fidélité est essentielle pour la bonne entente dans un couple? Bon, c'est une manière comme ça un peu déguisée de savoir si c'est plutôt mais il y a des questions, par exemple, si tu étais artiste, ce serait dans quel domaine? C'est intéressant, c'est parce que c'est important la culture, l'art dans une relation. Et puis et puis ça veut dire est-ce qu'il y a des rêves d'enfance qui n'ont pas été réalisés chez toi? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qui t'a le plus influencé dans ta vie? C'est vrai que ça peut être intéressant. Enfin, il y a plein de questions comme ça qui peuvent permettre de mieux se découvrir. Peut-être que ça peut d'ailleurs intéresser Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Brigitte et bonjour à vous Lucie Vincent. Bonjour Catherine. J'aime beaucoup votre émission, je l'écoute depuis le début. D'abord c'est un très joli thème, comme toujours avec vous Brigitte. Merci. Mais vraiment du coup je suis passionnée. Je suis passionnée par ce que j'entends. Alors moi je suis quelqu'un de passionné dans la vie, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que je vis les choses intensément parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible. Et donc je vis, alors je vais commencer par le commencement quand même, donc j'ai 62 ans, j'ai un compagnon, mais c'est pas un mais, nous sommes rencontrés il y a très peu de temps, ça va faire 4 mois, même pas. Et en fait, il a 4 ans de moins que moi, donc nous avons tous les deux des enfants qui sont des adultes, dans leur vie, des petits-enfants, donc on n'a plus cette charge mentale des enfants à la maison. Donc, ni l'objectif de fonder une famille. Exactement. Ça aussi, c'est assez... mais je vous avais eu, Brigitte, il n'y a pas très longtemps, justement parce que moi, je suis ménopausée depuis très très longtemps. Et je vis cette ménopause comme comment dire... Je suis dans ma nouvelle vie. Très bien, second printemps. C'est votre second printemps. Voilà, c'est ça. Comme on dit. Et donc, en fait, avec Eric, on s'est rencontrés sur Facebook. Et en fait, mais de façon très improbable. C'est-à-dire qu'on avait des relations communes. Alors, on ne sait même pas qui a demandé à l'autre d'être ami. Enfin, même ça, on s'en souvient pas. Mais en fait, ce qui est très... elle a très joliment commencé notre histoire, c'est parce que lui, il a mis un post sur le décès d'Herbert Léonard, parce que moi j'étais fan quand j'étais jeune adolescente, et Herbert Léonard en fait c'est quelqu'un qui est un grand ami de son papa. Et donc il l'a fait, il l'a fait jouer sur ses genoux. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est très proche de lui. Et en fait, et moi j'ai juste commenté en disant oh là là, c'est toute une partie de mon adolescence qui s'en va. Et en fait, quelques jours après, en fait, il me contacte sur Messenger. Et là, parce qu'il a été intrigué, parce que l'un et l'autre, on était un petit peu, ce que vous aviez dit, dans la protection et le contrôle, et dans le fait de dire, bon, c'est fini, puisqu'on est divorcés l'un et l'autre, c'est fini, enfin, moi je suis bien dans ma vie, là je parle de moi, lui aussi, voilà, on est bien avec nous-mêmes, donc la solitude, bien sûr qu'elle pèse à certains moments, mais en tout cas, voilà, bien avec soi, voilà. Et donc en fait, ce pote l'a intrigué. Enfin, moi, je l'ai intrigué, il est allé voir, et donc il a été curieux, et il m'a contacté. Et là, on a démarré, en fait, une... par vous parler, oui, c'est ça. Oui, d'accord. C'est ça. Et en même pas, et pas se parler, on s'est écrit. Et en fait, on s'est... Vous avez appris à vous découvrir psychiquement avant de vous découvrir, et donc c'est pas un coup de foudre, mais c'est un échange. On est déjà dans la deuxième phase quelque part, parce que même si, bon, c'est un petit peu l'objectif du travail que j'ai fait là dernièrement, c'est de dire comment est-ce qu'on peut utiliser la deuxième phase pour rallumer l'excitation de la première phase et trouver. C'est intéressant votre témoignage, ça montre bien que la première phase met en danger, enfin est dangereuse parce qu'elle peut nous faire nous aveugler et donc nous faire nous tromper, mais la deuxième phase, elle est très solide. Elle doit être plus solide parce que votre façon de vous rencontrer, c'était déjà sur une base de valeurs en commun.
des valeurs culturelles, les connaissances d'une époque. Et de compréhension réciproque, c'est-à-dire que vous avez échangé vraiment, c'est-à-dire que vous vous êtes senti comprise et il s'est senti compris, vous vous êtes écouté. C'est exactement ça. Et en même temps, il y a cette... je ne sais pas comment l'exprimer, c'est comme si, en fait, notre rencontre... on a une connexion très profonde sur beaucoup de choses, de valeurs, de sujets dans la vie. Et en fait, cette rencontre, on devait se rencontrer, en fait. En gros, c'est comme ça. Alors maintenant, visiblement, ça s'est bien passé aussi quand vous vous êtes rencontrés. Mais le danger de ce genre de relation, c'est qu'au moment où on se rencontre, là, il se passe rien d'autre, quoi. Oui, et là, c'est ce qui n'est pas le cas. J'ai bien compris. Ce n'a pas été le cas, en fait. Et en fait, c'est ça qui est merveilleux. C'est que... et pourtant, notre relation, elle est très récente, mais en même temps, comme on est... Alors, c'était pas quand on n'était pas en quête de l'amour durable. Moi, je n'attendais plus rien. Enfin, j'attendais plus rien, si, parce que je laissais la porte ouverte quand même. J'étais quand même, alors que lui, non. Mais moi, je laissais la porte ouverte. J'ai dit bon. Et là, il est arrivé. Donc, en fait, on est en train de tisser un lien, vraiment un lien d'amour. Jour après jour, vraiment dans la complicité. Je pense que c'est nos vies respectives d'avant qui ont fait qu'aujourd'hui on était très, je pense aussi dans ce qu'on a traversé avant, dans les autres histoires qu'on a eues, et qu'aujourd'hui, moi je trouve chez lui et il trouve chez moi la complicité. En fait, toutes les valeurs que je fonde, moi, dans un couple. C'est-à-dire le respect mutuel, la confiance, et puis on a une profonde connexion, par rapport à ça. Ça s'est fait tout de suite. C'est un lien, en fait, que je ne peux même pas expliquer. Je pense que vous expliquez très bien, Catherine. Oui, on vous suit parfaitement. Mais je pense que ce que vous décrivez, ça démontre bien comment, quand on est au début de sa vie amoureuse, on peut effectivement, comme Raphaël nous avait expliqué, évoluer de manière à s'écarter l'un de l'autre, à se trouver avec plus en plus de différences. Quand on se trouve à un âge un peu plus avancé, quand on est post-reproduction, plus de 60 ans. Et qu'on est bien, et qu'on s'est construit vraiment, et qu'on sait qui on est, parce qu'il y a des gens à 60 ans qui sont comme des gamins de 20 ans. Excusez-moi, Lucie Vincent. Dans ma naïveté. Mais en effet, à ce moment-là, on rencontre quelqu'un et on est déjà fait, donc il n'y aura pas d'évolution d'écart par la suite. On reconnaît l'autre, c'est un coup de foudre différent, mais qui peut donner quelque chose de très solide, je pense. Je le pense aussi, et vous parliez des différences hommes-femmes, et moi je pense que de nos différences, aujourd'hui, on en fait en fait un atout. C'est parce que c'est notre vérité à chacun de nous. On a chacun notre vérité, puisqu'on vient avec une histoire qui nous appartient pas, mais sur laquelle on a beaucoup communiqué, parce qu'on communique beaucoup. Et je trouve qu'on va en faire en fait une force. Et en même temps, aujourd'hui, alors c'est vrai que la relation est récente, donc il n'y a pas de mais. En fait, c'est ce qu'on se dit l'un l'autre. C'est-à-dire, jusqu'à présent, dans ce qu'on a vécu avant avec d'autres histoires, il y avait toujours un mais. C'est drôle ce qu'il me dit, moi, il y avait toujours un mais. Et moi, je dis, c'est vrai, il y avait toujours un mais. Sauf, j'ai été mariée 27 ans, j'ai divorcé il y a 10 ans. Avec mon ex-mari, il n'y avait pas eu de mais parce que j'ai rencontré en fait le père de mes enfants. Donc c'était une autre rencontre. Mais là, il n'y a pas de mais en fait. Et s'il y a un mais, si un jour il me dit, parce qu'on s'est dit, si un jour il y a un mais, on en parle tout de suite. Oui. Mais vous envisagez je pense au témoignage de Chloé qu'on a eu tout à l'heure, vous envisagez de vivre ensemble tous les deux ou pas? Oui. Alors là, on vit un peu à distance, parce que moi, on est à 1 heure de route l'un de l'autre, ce qui n'est pas très, non, pas très loin. C'est jouable. Donc moi, je le rejoins, on se rejoint tous les week-ends. Dès que j'étais en congé là, pendant l'ascension, je le rejoins pendant 5 jours. Et on a déjà évoqué, effectivement, parce que le but, pour nous, effectivement, que ce soit lui comme moi,
on ne peut pas envisager de continuer cette relation comme ça à distance. Ça, c'est pas possible. Donc, on en a déjà parlé. Et il n'y a pas de mais. Et il n'y a pas de mais. Voilà. Bah, écoutez, installez-vous au mois de mai l'année prochaine, comme ça il y aura quand même un mai qui sera facile à dépasser. C'est joli ça, c'est joli Brigitte, j'adore. Je vais le dire. Mais qui va déménager pour aller chez l'autre? Je pense que c'est moi parce que on a un projet commun. Alors c'est quand même quelque chose de fou parce que ce projet que j'ai moi déjà, et en fait on va le faire en commun parce que moi je suis en train d'écrire. Alors c'est le projet de ma vie depuis longtemps. J'ai dit ça y est, maintenant je l'ai décidé, je me lance. Donc je suis en train d'écrire quelque chose, un livre. Enfin bon voilà. Et lui il a déjà écrit un bouquin, enfin, même 2. Et là on est en train de se dire. Mais on va faire quelque chose ensemble, on va faire ça ensemble, on en a déjà parlé. Et donc je vais déménager et je vais aller à Toulouse parce qu'il habite à Toulouse. Moi je suis en pleine campagne. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Eh bien, écrivez surtout votre histoire alors, Catherine. Ouais. Merci beaucoup de ce joli témoignage. On fait une petite pause et c'est Philippe qu'on retrouve dans un instant. Lucie Vincent est avec nous, neurobiologiste et autrice de ce livre, Le cerveau des amoureux, aux éditions Odile Jacob. Et nous en parlons de ce cerveau des amoureux ensemble, grâce à vous. Merci Philippe d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie Vincent. Bonjour Philippe. Alors, vous avez eu un premier amour, coup de foudre, hein, c'est ça, avec une rupture difficile. Oui. Et là, vous en êtes au deuxième. Alors, pas deuxième coup de foudre. J'ai eu un premier coup de foudre où effectivement, le cerveau n'avait qu'une chose, c'est envie de la rencontrer et de la connaître. Et bon, ça n'a pas été une très bonne expérience parce que ça a été très douloureux et une relation très difficile. Donc les coups de foudre, des fois, ça c'est pas efficace. Mais oui, ça, justement, c'est tout le sujet. Si, c'est efficace, ça marche le coup de foudre, mais pas sur la durée. Ah, oui. Mais ça a duré combien de temps la relation, la passion? Alors, c'est ça qui est terrible, c'est que la passion a duré quand même 3 ans et demi, 4 ans. Ah. Et après, c'était la déchéance, puisque je me rendais bien compte que le bonheur, j'y aurais pas droit. Je me suis vite rendu compte au bout d'1 an que ça allait pas marcher, mais je me suis persuadé que si, en fait. Ça a été jusqu'à la perte de me dire non, il faut que j'arrête cette passion, ce coup de foudre qui me détruit, qui me rend pas du tout heureux. Et c'est ce que j'ai réussi à sortir comme mot d'ailleurs. Et c'est ce qui m'a permis de me séparer. Mais j'avais toujours du mal parce qu'elle essayait de me récupérer à chaque fois. Avec des mots, des gestes, et elle me récupérait parce que j'avais encore cette... Mais j'imagine qu'il y avait une passion sexuelle très très forte. Il y a quelque chose de... non ? Oui, un désir très fort, une petite pulsion peut-être, mais de son côté, pas plus que ça, parce que j'avais le droit à l'auberge du cul tourné assez souvent. Donc en fait j'ai pas fait beaucoup l'amour avec elle parce qu'elle voulait pas, elle me faisait la tête, c'était très compliqué. C'est fou parce que ça veut dire que vous êtes resté passionné malgré le fait qu'il y avait très peu de sexualité, malgré que vous vous rendiez compte que c'était perdu d'avance en gros, et pourtant vous restez accroché. C'est étonnant quand même. Oui, parce que vous dites que vous n'étiez pas heureux. Alors, si vous n'étiez pas heureux, donc vous n'étiez pas dans l'euphorie, quels étaient pour vous les symptômes de la passion? Comment est-ce que vous pouvez vous dire passionné dans ce cas-là? Alors, il y avait des qualités que j'aimais chez elle, que peut-être que je me rendais pas compte, mais que je cherchais chez elle, peut-être que je le cherchais chez moi, mais j'avais du mal à me rendre compte. Et en fait, j'essayais, il y avait aussi ce côté sauveur, j'ai essayé de la sauver par plein de moyens, parce qu'elle avait plein de problèmes affectifs, et je pense que j'ai essayé tout d'abord de la sauver,
Et puis après, je me suis rendu compte que de toute manière, j'ai essayé de faire quelque chose, mais ça me rendait pas du tout heureux. Il vous a fallu du temps pour accepter que vous ne pourriez pas la sauver. Donc c'est ça, à mon avis, qui a fait que vous êtes resté aussi longtemps avec elle, malgré l'évidence que ça ne pouvait pas coller. Ah oui, non. Accepter l'échec, c'est une chose parfois difficile en amour. Hein. Ah oui, c'était. J'ai eu du mal à m'en remettre. J'ai mis plusieurs mois à vraiment m'en remettre. Mais vous savez, Philippe, moi j'entends des hommes, des femmes qui vont rester parfois 5 ans, 10 ans, alors qu'ils savent que ça collera jamais, mais qui n'arrivent pas à partir tellement ils ne veulent pas reconnaître l'échec. Je ne sais pas comment vous l'expliquer ça sur le plan du cerveau, Lucie Vincent. Mais c'est un phénomène un petit peu qui relève de la psychologie. Hein. Ce que vous êtes en train de décrire, hein, ce n'est pas un couple équilibré qui est en train de répondre à tous les critères neurobiologiques de la passion et puis de l'amour qui s'ensuit. Je pense qu'il y avait des manquements et peut-être... Mais d'ailleurs, il l'a dit, Philippe, il y avait l'élément sauveur, et quand on veut sauver l'autre, on ne veut pas accepter l'échec. Il y a un déséquilibre, oui. Et alors l'autre histoire, vous en êtes où? Oui. Est-ce que c'est plus optimiste? Et l'autre histoire passion, elle, c'était complètement différente. Ça a été une rencontre anecdotique et où j'ai été charmé par sa beauté, par des gestes, par le parler, par ses yeux, par plein de choses comme ça. Et au fur et à mesure, cette passion a grandi en la connaissant, en l'appréciant, etc. Là où il y avait beaucoup plus de sexualité, énormément plus de sexualité, très agréable. Et après, cette passion qui a été très forte pendant longtemps, je l'ai gardée longtemps, et un jour, ça s'est arrêté net. Et là, c'est l'amour, j'ai l'impression, qui est ressorti, parce qu'il y avait j'ai eu un espèce de manque, mais corporellement, je sentais que j'étais accroché à elle, que j'étais... que c'était dévorant pour moi, je ne pouvais pas ne pas la voir à côté de moi. Donc on a dû se séparer, ça a été comme ça a été tranchant. Mais ça a été, je suis passé par une passion énorme où je ne voyais qu'en elle, je ne voyais pas les autres femmes, même si je les regardais, parce qu'en fait c'était joli si on les regarde. Mais je ne voyais qu'en elle, je pensais qu'à elle. Elle m'apportait beaucoup, même si je pense que j'étais attaché, mais pas attaché dans le sens où j'avais besoin d'elle pour vivre, ou pour survivre, on va dire. Hein. Non, j'avais besoin d'elle dans le sens où elle m'apportait quelque chose dans ma vie de tous les jours. On rigolait, on échangeait énormément, on avait les mêmes passions. Mais alors pourquoi vous quittez? Mais oui, tout ce que vous décrivez, ça relève de la passion. Alors, on se demande effectivement pourquoi ça ne va plus. Après, nos vies étaient un petit peu différentes et ça a joué sur... ça a provoqué des blessures chez chacun de nous, des blessures d'enfance. Et ça a été très difficile Ce que j'entends, Philippe, vous me dites si c'est ça, je crois qu'il y a eu une sorte de lutte de pouvoir et aucun des deux n'a voulu céder et du coup, c'était pas possible de rester ensemble, quoi. Alors, lutte de pouvoir, Le mot est peut-être un peu fort, mais il aurait fallu trouver des compromis pour arriver à rester ensemble. Et comme ni l'un ni l'autre n'avait envie de céder sur certaines choses, ça devient pas possible, donc on se sépare. Oui, le fait d'avoir une vie complètement différente, effectivement, les compromis étaient compliqués. C'est-à-dire qu'on a vécu sur... parce qu'on tenait beaucoup l'un à l'autre, mais à un moment donné, il y avait des manques qui faisaient que le bonheur n'était peut-être pas suffisant. Et alors peut-être plus de son côté que du mien, mais mine de rien, voilà, ça a provoqué la rupture, effectivement. Dans ces cas-là aussi, parfois, ça peut aider une personne tierce qui va éclairer et voir s'il n'y a vraiment pas possibilité de trouver un terrain d'entente, ou si, et à ce moment-là, la rupture devient évidente, ou s'il y a moyen de s'adapter. Mais bon, là, vous avez choisi de vous séparer, mais ça a dû être très douloureux, j'imagine.
Ah, ça l'est encore. Oui, vous êtes en plein syndrome de manque, là. Oui, je le suis beaucoup moins qu'il y a quelques mois, mais oui, je pense toujours un petit peu à elle, oui, ça c'est sûr. C'est sûr, mais bon, voilà. Et là, c'est malheureusement long, hein, parce que là, vous êtes en plus quitté, alors que ça allait. Enfin, que ça allait bien, pas pour la vie quotidienne, j'entends bien, mais ça va être long, hein, Lucie Vincent. Oui, vous étiez en pleine passion, et là, tout d'un coup, vous ne vous voyez plus, et votre cerveau ne comprend pas cela, et donc vous êtes en recherche de votre drogue. Et effectivement, ça peut durer des mois. Quel conseil vous pourriez donner, Lucie ? On recommande, comme pour des drogués, c'est un petit peu le même régime, il faut essayer d'éviter tout contexte qui peut vous rappeler votre prise de drogue. Donc en termes de tous les jours, ça veut dire il ne faut pas revenir dans les mêmes endroits, dans les mêmes restaurants, fréquenter les mêmes amis pendant quelque temps pour essayer de vous nettoyer le cerveau. C'est très difficile, ça. Ben oui, ça, j'imagine. Écoutez, ça nous fait de la peine. Ça nous fait beaucoup de peine. On compatit énormément, vraiment. Je connais cette douleur-là. Ben bon courage, Philippe, et merci de ce témoignage, merci beaucoup. C'est là où on voit que c'est quand on dit le cœur brisé, tout ça, c'est pas anodin. Non, c'est vraiment quelque chose qui nous. Non, c'est pas anodin. Et bon, c'est vrai, on parle souvent du cœur, et quand je parle du cerveau, les gens n'y adhèrent qu'à moitié en se disant mais ça se passe pas dans le cerveau, ça se passe dans le cœur. Je le sens dans mon cœur. Et c'est vrai que ce qui se passe dans le cerveau, ça envoie les messages par les systèmes nerveux autonomes au cœur. Et effectivement, c'est le cœur qui est compressé, c'est le cœur qui bat plus vite ou plus lentement. Et donc, et on peut effectivement créer une maladie cardiaque par des peines de cœur. Ce n'est pas inconnu. On peut tomber malade à cause d'un gros chagrin d'amour. Donc, tout à fait. On conseille à Philippe, en effet, de prendre soin de lui. Ouais. Et on l'embrasse. Petite pause, on se retrouve avec le sexo-conseil. C'est quoi le tantra ? On en parle dans un instant. Et si vous avez envie de poser des questions, Lucie Vincent est là, n'hésitez pas à nous appeler sur Sud Radio 0826 300 300. Alors Lucie Vincent, on va parler du tantra. Le tantra, c'est ce qu'on appelle le sexe dit tantrique. Moi, je m'amuse toujours à dire tantra pas, mais c'est vrai que ça se confond beaucoup avec le sexe sacré ou alors avec le slow sex. En fait, ces trois catégories de sexualité, si je puis dire, c'est un moyen de faire l'amour avec quand même quelques points communs, et je voudrais juste dire que comme ça, évidemment, on ne devient pas un amant tantrique tout seul, mais ça peut déjà, ensemble, on peut déjà essayer de s'en approcher. En fait, ça consiste à faire l'amour en privilégiant la vraie rencontre entre deux personnes et en étant conscient de soi et conscient de l'autre. Et donc, après, on peut apprendre des exercices, des postures particulières, notamment la synchronisation de la respiration de l'un et de l'autre, un contact optimal des peaux. Et en fait, on n'est pas dans un but de recherche de l'orgasme puissant, mais au contraire dans une recherche de plaisir charnel, dans la recherche de ces sensations et de la découverte des sensations de l'autre, donc dans une réceptivité plus grande. Enfin bref. Alors moi, je pense que ce qui est intéressant dans tous ces courants qui sont assez beaucoup plus développés aujourd'hui qu'il y a 30 ans, c'est juste de comprendre que quand on fait l'amour, c'est pas juste le pénis et le vagin qui se rencontrent, mais c'est deux êtres qui se rencontrent, et donc essayer d'être le plus possible en harmonie. Voilà. Après, bien sûr qu'on peut suivre des stages, mais je suis toujours en train de dire aux gens, soyez très prudents, parce qu'il y a stage et stage. Il y a des gens très très bien qui pratiquent, qui font des stages de tantra ou de sexe sacré ou de slow sex, mais il y a aussi beaucoup de un peu n'importe quoi. Est-ce qu'il y a une notion de durée dans la pratique tantra ?
A priori, il ne devrait pas y avoir une notion de durée parce que on n'est pas, enfin, il doit pas y avoir de notion de performance. La notion de durée, c'est déjà une notion de performance. Normalement, il ne devrait pas y avoir de notion de performance. C'est vraiment juste de prendre le temps, de prendre son temps, si je puis dire, de bien être conscient de ses mouvements, de se caresser sans forcément aller droit au but. Enfin, c'est tout, et c'est tout ça qui est intéressant. Mais je pense que ça doit être vraiment quelque chose qui intéresse les deux partenaires. Moi, j'ai souvenir notamment d'une auditrice qui avait témoigné il y a quelque temps, qui avait emmené son compagnon faire du tantra, et puis elle avait été terriblement désolée parce qu'en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était qu'il pouvait peut-être un petit peu toucher d'autres femmes, quoi. C'est pas du libertinage. Ce qui se pratique aussi, mais pas dans les mêmes endroits. Ça s'appelle pas pareil. Ça s'appelle pas pareil. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Christophe. Merci Vincent qui est avec nous. Bien enchanté. Voilà, alors moi ça fait depuis 97 que je suis avec mon épouse. Et quand je l'ai rencontrée, j'avais 25 ans et je n'avais jamais été amoureux de ma vie. Et là, ce jour-là, ça a été le coup de foudre. Et on s'est rencontrés, on s'est embrassés, 3 jours après on vivait ensemble et depuis on ne s'est jamais quittés. Ah oui, j'adore des histoires comme ça, quand les gens disent qu'ils se sont rencontrés et une semaine plus tard ils se sont mariés. Alors, on s'est mariés 1 an après, en 98, parce que c'était tellement une évidence la relation avec mon épouse, tous les deux. Ben, moi j'avais envie d'enfant, elle aussi, et donc on s'est rencontrés en février et mon fils est né en mars de l'année d'après. Voilà, on a fait le choix, on a dit ben, on veut un enfant, voilà. Donc 2 mois pour le concevoir, hein, ça va, c'est rapide. Hein. Vous étiez jeune. Un peu plus froid. Après, la nature est bien faite, hein. Elle a arrêté la pilule, le mois après elle était enceinte. Voilà, ça marche comme ça. Elle était surtout très jeune. Ben, elle avait 21 ans. Ah oui, la fertilité à ces âges-là, c'est... Ouais. Et puis, c'était ce qu'on voulait tous les deux, donc c'était parfait. Après, on a attendu 4 ans et demi pour le second, parce que je voulais une maison. Voilà, donc j'ai pas lâché le morceau. J'en voulais un deuxième enfant, elle aussi. Mais d'abord la maison avant le deuxième enfant, c'est ça? Ouais, parce qu'on vivait dans un petit T2, et donc voilà, c'était pas très, voilà, en plein centre-ville. Donc c'était, voilà, il fallait la maison et un peu d'espace pour le deuxième. Et voilà, le nid pour les petits poussins, il faut qu'il soit un peu plus grand. Et donc vous avez eu 2 enfants? C'est ça. Et puis on s'est arrêté là. Et alors la question intéressante alors dans votre cas, on voit que là vous avez eu de la chance, une passion qui s'est transformée en amour durable. Hein. Et la question que je pose, parce que on constate souvent que lorsqu'il y a les enfants, la maison, après il faut encore avoir des passions communes ou en tout cas être encore sur la même longueur d'onde. Donc c'est la question que je pose. Qu'est-ce que vous avez en commun? Très différents et très complémentaires. C'est-à-dire que, par exemple, je crois que je suis arrivé à aimer ses défauts, en fait. C'est ça qui a fait que ça dure aussi longtemps. Et elle aussi. C'est-à-dire qu'arriver à aimer les défauts de l'autre. En sourire, en tout cas. Ouais, voilà, en sourire, parce qu'on se connaît un peu par cœur, voilà. Moi, je sais que mon épouse, elle ne peut pas s'empêcher de dire les choses. Et donc de râler. Donc, je le sais, voilà, pour des petits détails comme ça. Et donc, dire les choses, c'est pas forcément râler, Christophe. Vous avez une vision un peu négative du bavardage des femmes. Alors, oui, parce qu'elle est pas contente, parce que j'ai pas fait ça comme ça, pas comme ça. Et il y a des années de ça, je me rappelle, on discutait j'avais rencontré des gens et tout ça. Il y avait un couple, ça fait plus de 50 ans. Et je parlais avec l'homme et il m'a dit une des phrases magiques et qui dure, c'est « Oui, chérie, tu as raison ». Et cette phrase-là, je trouve que ça a parcouru et de temps en temps, je me le suis rappelé. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal en fait. Oui, ne pas en abuser quand même, parce que ça perd vite de son pouvoir. Oui, non mais c'est quelque part... Quand mon épouse, elle veut quelque chose, elle le veut, vraiment. Et le fait de lui dire, oui, chérie, tu as raison, c'est aussi... après en bataille, quand je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Bon. Mais souvent, je me suis aperçu que ça a fonctionné. Bah, bien sûr. Écoutez, mais voilà. Probablement, elle a souvent raison, à mon avis. Hein. Mais, exactement, en plus c'est vrai. Et quel est votre défaut dont elle rit, elle? Je suis assez bordélique. J'en mets un peu partout. Et ça l'agace parce qu'elle dit, mais voilà, ça c'est tout à toi, c'est tout un bazar, range-le un peu de temps en temps. Donc je range.
Ça l'agace, elle me le dit, voilà. Mais c'est vrai que elle fait avec, quoi. Alors, quel est votre secret? Vous allez partager avec nous la réussite de votre passage de la passion à l'amour durable. Bon, vous avez en commun l'amour de vos enfants, votre investissement important tous les deux dans les enfants, la maison. Est-ce qu'il y a un autre secret? Qu'est-ce que vous faites? Je suis encore plus amoureux qu'au premier jour. Je la trouve belle. C'est la plus belle femme du monde. D'accord. Donc, il y a encore de la sexualité, j'imagine? Oui, bien sûr. Ben oui, bien sûr, c'est bien sûr presque 30 ans après. Oui, non, mais 30 ans, presque 30 ans après, c'est pas bien sûr, c'est bravo. Mais non, mais c'est pour un homme. Alors, franchement, là, je vais encore faire les stéréotypes, mais c'est pas grave. Pour un homme, quand il a encore la possibilité de faire l'amour à sa femme et qu'il est encore dans le désir de sa femme, bon, ça y est, il est. C'est 90%. On est d'accord. Ouais. Alors, elle, je ne sais pas ce qui fait qu'elle est encore avec vous, peut-être parce que vous la faites bien jouir, hein, sans doute. Ah oui, ça c'est clair. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais simulé. Alors après, est-ce que c'est vrai? Mais voilà. Non, je ne sais pas pourquoi elle vous raconterait ça. On ne va pas mettre le doute. Exactement. Voilà. Donc il y a ça, mais enfin bon, vous faites pas l'amour 2 heures par jour quand même. Qu'est-ce que vous faites d'autre en commun? On partage, on se balade, voilà. Là, on a acheté un petit camion, un petit van, ça fait des années que je le voulais. Ah bah voilà, un projet commun. Oui, alors oui, c'est ça, le mot projet. Bah oui, c'est ce qui fait qu'un couple une nouvelle maison ambulante. C'est exactement ça. Oui, mais c'est non, mais attendez. C'est essentiel, ça. C'est-à-dire que vous avez un autre projet commun qui vous excite et que vous pouvez faire ensemble. Parce que les enfants commencent à être grands, donc il fallait bien trouver. 21, c'est vrai que ça fait voilà. Parce que sinon, imaginez, vous seriez tous les jours, tous les week-ends, tous les deux assis dans le canapé à regarder Netflix. Vous savez, ça dure pas longtemps, ça. Hein, même si on fait un petit câlin. Non, vous avez mis en place un projet commun. Mais des projets, je vais dire que c'est pas le premier, c'est-à-dire qu'il y a eu d'autres choses avant, des activités, sociales, ludiques. Après, on fait le même travail, donc on partage des mêmes idées sur plein de choses. Voilà. Moi, je suis très différent d'elle parce que tout ce qui est information, ça ne m'intéresse pas. La vie, je préfère la vie en vrai avec des gens plutôt que de la regarder à travers le prisme d'un écran. Voilà, donc ça c'est déjà moi, voilà, on est très différents par rapport à ça, mais on se complète sur plein de choses, quoi. C'est une très belle histoire. Après, est-ce que c'est un secret, je sais pas, mais je crois que l'amour c'est particulier. Je le souhaite à tout le monde de rencontrer l'amour fou, qui fait battre le cœur, qui fait, c'est plus de où on est, qu'est-ce qui se passe, voilà. C'est beau, hein. Ça transforme une vie. Et vous voyez, votre histoire n'est pas en soi exceptionnelle. C'est une vie, rangée quelque part. Hein, mais qu'est-ce que ça nous enchante d'entendre cette histoire? Qu'est-ce qu'elle est belle? C'est la vraie vie, ça, ce que vous nous apportez. Merci, et je le souhaite à tout le monde. Mais bien sûr, parce que du coup, vous n'êtes pas dans l'envie, vous n'êtes pas vous êtes heureux ensemble, et comme on dit, vous êtes seul au monde, et puis voilà tout. Et vous avez construit votre bonheur et continué. Après, on se rejoint sur plein de choses et on n'est pas jaloux. C'est-à-dire que on n'est pas envieux, que ce soit de l'autre ou des autres ou de la vie. Voilà, on est content de ce que l'on a, on essaie de le fructifier, de le bonifier. Et moi, c'est une vraie gentille, comme moi. Je crois que ça aussi, ça existe et la gentillesse n'est pas une faiblesse. Oh là là. C'est une force. Non, mais bien sûr que ce n'est pas une faiblesse, c'est énorme, c'est une vraie force, bravo. Enfin, c'est comme ça qu'on se conçoit tous les deux et ensemble. Merci beaucoup de ce joli témoignage, Christophe, et bon voyage dans votre nouvelle maison. On va faire une petite pause et on va conclure avec Émilie qui aimerait vous poser des questions, Lucie Vincent. Eh bien, Lucie Vincent, c'est Émilie qui va conclure avec nous. Je crois qu'elle a des questions à vous poser et vous allez pouvoir lui répondre. Et de toute façon, toutes les réponses sont dans ce livre, Le cerveau des amoureux, aux éditions Odile Jacob. Pourquoi l'amour dure longtemps ou pourquoi il ne dure pas? Toutes ces réponses, on les trouve dans ce livre, Le cerveau des amoureux. Bonjour Émilie. Bonjour Brigitte et bonjour Lucie. Bonjour Émilie.
Alors moi, c'est tout le contraire de la personne précédente. Oui. Moi, mes amours les plus longues ont duré 3 ans maximum. Et sinon, là, depuis 2020, j'enchaîne des relations qui s'arrêtent au bout d'une semaine ou 2. Voilà, le temps de se rendre compte qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Voilà, donc bon, je suis assez frustrée en amour. Et j'aurais aimé avoir des conseils. Oui, je comprends, oui. Mais je pense que ça va nous permettre de parler des cerveaux, justement des différents types d'amoureux, parce que il y a différentes zones du cerveau qui sont impliquées dans le circuit de l'amour. Il y a l'amygdale, il y a le circuit de la récompense, il y a l'hippocampe pour la mémoire, et puis bien sûr le cortex préfrontal. Et puis ils sont mis en relation par des récepteurs à ocytocine et à vasopressine. Et nous savons aujourd'hui que nous avons tous des différences dans la densité de mise en place de ces récepteurs. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vont être plus aptes à tomber amoureux rapidement et puis à tomber en désamour rapidement, et d'autres personnes qui vont avoir une distribution différente de leurs récepteurs, qui auront beaucoup plus de mal à tomber amoureux, qui mettront du temps, qui tomberont amoureux pour la première fois à 25 ans. Et puis, mais une fois qu'ils sont amoureux, ça risque de durer beaucoup plus longtemps. C'est simplement une question de disposition des récepteurs. Et donc, nous avons aussi des preuves aujourd'hui de différences génétiques dont des gènes pour les récepteurs à ocytocine, à vasopressine, et les chercheurs ont pu mettre en lien ces différences génétiques avec les différences de comportement. Alors, ce qui pourrait être un petit peu votre cas peut-être, vous ne nous avez pas dit combien d'années vous avez, quel âge vous avez? Là, j'ai 38 ans. Ah, d'accord. Donc, c'est quand même un comportement à répétition depuis assez longtemps déjà. Oui, depuis quelques années, oui, je cherche plutôt l'amour, mais voilà, les personnes que je rencontre, soit l'attirance n'est pas réciproque de leur côté ou du mien, et donc voilà, ça se fait pas. Et vous dites que vous cherchez l'amour. Est-ce que vous êtes plus en recherche d'amour, de sensation d'amour, que d'un partenaire pour quelque chose, pour un projet de vie ensemble? C'est exactement ça, vous avez mis le doigt dessus. C'est vrai que j'ai plus envie d'aimer et de me sentir aimée. Vous êtes un addict de l'état amoureux. Ce qui est déjà un handicap pour une histoire de longue durée, oui, c'est un petit peu un handicap. Simplement, maintenant, vous le savez, vous commencez à comprendre peut-être, j'espère, par mes explications, un petit peu pourquoi. Maintenant, vous pouvez un petit peu vous observer en train d'agir. Voir les choix que vous faites et vous poser des questions sur ces choix. Et c'est grâce justement à la compréhension de son propre cerveau amoureux que nous pouvons être en mesure de modifier un petit peu notre comportement pour améliorer notre histoire d'amour actuelle ou future. J'ai l'impression aussi, Émilie, que de toute façon, dans votre recherche d'amour, vous recherchez quand même quelqu'un qui n'existe pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça une sorte d'idéal ou de rêve de cette belle histoire qui au fond... Oui, parce que l'état amoureux, justement, ça se caractérise par le fait qu'on trouve l'autre idéal. L'idéalisation, ça fait partie des fonctions du cerveau amoureux. L'aveuglement vis-à-vis des défauts, l'addiction, tout ça, c'est une idéalisation du partenaire. C'est un petit peu ça, n'est-ce pas? Et donc, il y a dû se passer quelque chose entre le moment où vous avez quand même pu vivre 3 ans et demi avec quelqu'un. 3 ans et demi, c'est quand même un moment où on arrive à être amoureux et on arrive quand même à faire durer. Et aujourd'hui, où ça dure à peine une semaine, il y a dû se passer quelque chose qui fait que vous avez réalisé que cet idéal n'existe pas et qu'au fond, ça devient presque un handicap maintenant, cette idée que de toute façon ça n'existe pas, donc quoi bon. Et j'ai l'impression que quand vous rencontrez quelqu'un actuellement, vous êtes à peine avec lui que déjà vous ouvrez les yeux pour voir ce qui ne va pas, pour le jeter le plus vite possible.
Alors, c'est vrai que la personne avec laquelle je suis restée pendant 3 ans, je pensais qu'on allait se marier. On parlait de mariage d'ailleurs, et voilà, je pensais que j'allais l'aimer toute ma vie. Et puis pendant mes études, je suis partie 1 an à l'étranger, et pendant cette année, je me suis rendu compte que j'étais heureuse sans lui. Et c'est vrai que, après on s'est séparés, et c'est vrai que je me suis dit que si lui, avec lui, j'ai pas pu l'aimer toute ma vie, avec qui est-ce que ce sera possible alors que c'était le monsieur parfait, quoi. Ah oui, donc vous l'avez rencontré, l'idéal, et puis maintenant vous pensez qu'on n'en a qu'un d'idéal dans sa vie ? J'espère pas. Ben non. Vous voyez, ça c'est aussi des croyances qui ont parfois la vie dure et qui nous empêchent de refonder un couple. Parce que si on pense qu'on a une âme sœur, une fois qu'on l'a rencontrée et que ça s'est malheureusement terminé pour des raisons qui sont peut-être parfois indépendantes de notre volonté, donc on l'a rencontrée, donc il n'y a plus de raison qu'on le rencontre. Ok. Alors, c'est des hypothèses que je vous donne, Émilie, mais ça vaut peut-être le coup de revisiter un peu vos croyances. Oui, d'accord. C'est vrai que oui, il réunissait beaucoup de qualités et qu'après, je n'ai jamais retrouvé toutes réunies chez une seule personne après lui. C'est un petit peu comme Lucie Vincent, on connaît ces femmes qui ont eu un père idéal et qui finalement n'arrivent jamais à rencontrer un vrai bon compagnon parce que de toute façon il arrive jamais à la cheville du père. Mais oui, quand on a idéalisé parce que c'était notre première histoire d'amour. Effectivement, c'est très difficile l'idéal. Et puis comme vous avez suggéré, Brigitte, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a un match sur Terre pour nous et il faut qu'on trouve celui qui est fait pour nous, celle qui est faite pour nous. Et ça, c'est évidemment une fausse croyance. Bien sûr, et heureusement. Non, la rencontre avec l'autre, c'est toujours un échange dynamique. C'est pas comme un jigsaw où on trouve l'autre morceau qui colle parfaitement. Non. Donc oui, revoir ses croyances et puis se demander ce qu'on est en train de chercher. Et si vous êtes en train de rechercher votre premier amour, mais peut-être reprendre contact avec lui. Oui, vous avez raison, Lucie Vincent. Voilà une parole sensée. Non, mais je crois, Émilie, que moi, ce que je vous conseillerais sur un plan très concret, pour que vous puissiez repartir quand même avec un petit conseil, écrivez sur une feuille de papier ce que ce serait pour vous la vie à deux. Et qu'est-ce que ça vous apporterait et qu'est-ce que vous attendez d'un compagnon avec qui vous pourriez vivre ensemble. Et ça va peut-être vous aider à voir plus clair dans vos attentes, parce que j'ai l'impression que vous cherchez l'amour, mais c'est l'amour avec peut-être beaucoup de A et pas vraiment un A bien précis. Donc c'est peut-être intéressant de préciser, il me semble. Oui, je suis d'accord avec ça. En tout cas, merci Émilie, merci beaucoup. Lucie Vincent, merci beaucoup. Comme d'habitude, on comprend mieux ce qui est tout à fait incompréhensible, parce que quoi qu'on en dise, c'est quand même assez incompréhensible, l'amour. C'est-à-dire, nous sommes tous tellement différents les uns des autres, et que c'est une histoire à deux, donc on réunit deux infiniment différents pour faire une histoire qui doit marcher pour tous les deux. Forcément, c'est compliqué. Et puis on a notre vision du couple parental, on a nos croyances, on a nos désirs, nos exigences, nos rêves, aussi. Ouais. Tout ça est très compliqué. En tout cas, merci beaucoup Lucie Vincent. Je rappelle le titre du livre, Le cerveau des amoureux, aux éditions Odile Jacob. Il y a plein aussi de ce que j'appelle de love conseils qui peuvent vous aider à faire un petit peu le bilan de votre couple si vous en avez envie. En tout cas, c'est un livre vraiment passionnant. Merci Lucie Vincent. Demain, on sera avec Hélène Vecchiali. On va revenir sur un sujet délicat. Pourquoi les femmes ont tant de mal à dire non et se font parfois abuser malgré elles. Comment aider les femmes justement à être plus claires quand elles n'ont pas envie d'être harcelées etc. On en parle avec Hélène Vecchiali. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir.